Le droit international public, c'est une expression qu'on entend tout le temps dans les infos dès qu'il est question de conflits, de traités ou de grandes décisions de justice mondiale. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est une vraie loi qui s'impose à tout le monde ou quelque chose d'un peu plus flou? Voilà, c'est vraiment la question centrale qu'on va explorer ensemble. Est-ce que le droit international a une force réelle, avec de vraies conséquences, ou est-ce que c'est juste une sorte de guide de bonne manière que les pays peuvent décider d'ignorer quand ça les arrange? Allez, on va creuser un peu tout ça. Pour bien comprendre ce qu'est le droit international, c'est souvent plus facile de commencer par dire ce qu'il n'est pas, parce qu'il ne faut surtout pas le confondre avec d'autres types de règles qui existent sur la scène internationale. Et la distinction, elle est vraiment fondamentale. D'un côté, on a un vrai système juridique, avec des règles qui sont obligatoires. Si on les enfreint, il y a des conséquences légales. Et de l'autre, on a ce qu'on appelle la courtoisie ou la morale internationale. Là, c'est plus un code de bonne conduite. C'est bien de le suivre, mais il n'y a aucune obligation juridique derrière. L'exemple de Tchernobyl, il est parfait pour illustrer ça. C'est même un cas d'école. Les pays voisins qui ont été touchés par le nuage radioactif ont demandé réparation en se basant sur la morale. La réponse de l'URSS a été glaciale. Pas de loi, pas d'obligation. C'est cette logique implacable qui montre bien la différence entre un appel à la conscience et un vrai droit. D'ailleurs, c'est cet événement qui a poussé à créer une convention pour justement combler ce vide juridique. Bon, maintenant que cette distinction est claire, on peut poser la définition formelle. Le droit international public, qu'on appelle aussi jus gentium, une vieille expression latine qui veut dire droit des gens, c'est tout simplement le système de loi qui régit les relations sur la scène mondiale et qui s'adresse en priorité aux acteurs publics. Ok, on a la définition. Mais maintenant la question c'est, à qui est-ce que cette loi s'applique, concrètement? Qui sont les joueurs sur cet échiquier mondial? Qui sont les personnages de cette grande pièce? Alors, historiquement, la réponse était hyper simple. Le droit international, c'était une affaire d'État et uniquement d'État. C'était un peu un club privé, très sélect, où les pays réglaient leurs relations entre eux et puis c'est tout. Sauf qu'aujourd'hui, le casting a complètement explosé. Bien sûr, il y a toujours les États, mais la scène est maintenant remplie d'une foule d'autres acteurs. On parle des organisations comme l'ONU ou l'Union européenne, des ONG comme la Croix-Rouge, des géants économiques que sont les entreprises multinationales, et même nous, les individus qui avons de plus en plus de droits et de devoirs à l'échelle internationale. Et pour vraiment se rendre compte de la puissance de certains de ces nouveaux acteurs, tenez juste un chiffre, 870 000, c'était le nombre de filiales de multinationales dans le monde en 2002. Imaginez aujourd'hui. Certaines de ces entreprises ont un poids économique et politique tellement énorme qu'elles peuvent de fait négocier d'égal à égal avec des États. Mais attention, tout ce petit monde ne joue pas exactement dans la même catégorie. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les sujets de plein exercice, c'est-à-dire les États et les organisations intergouvernementales. Eux, ils ont la totale, une personnalité juridique complète avec tous les droits et les devoirs qui vont avec. Et de l'autre, on a les sujets à capacité réduite, les ONG, les multinationales, les individus. Leur statut est plus limité, avec des droits et des obligations plus spécifiques sur la scène internationale. Et on en arrive maintenant au cœur du problème, au nerf de la guerre. C'est bien beau d'avoir des règles et des acteurs, mais comment on fait pour que tout le monde respecte les règles du jeu? C'est la question qui revient tout le temps. C'est le fameux scepticisme sans gouvernement mondial, sans gendarme au-dessus de tout le monde avec un gros bâton. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les lois et les décisions de justice sont bien appliquées? En fait, la Charte des Nations Unies prévoit plusieurs solutions, qu'on peut regrouper en deux grandes voies. D'abord, il y a les méthodes politiques. La médiation, les enquêtes, c'est souple, diplomatique, mais le résultat, c'est nos recommandations, ce n'est pas contraignant. Ensuite, il y a la voie juridictionnelle, l'arbitrage ou un tribunal. Là, la décision est obligatoire, elle a force de loi. Mais, et c'est un mais énorme, ça ne marche que si les États concernés ont donné leur consentement au préalable. L'organe qui est censé être le gendarme, c'est lui, le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est écrit noir sur blanc dans la charte, c'est sa mission numéro 1. Sa responsabilité principale, maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Et pour accomplir cette mission, le Conseil dispose, en gros, de deux boîtes à outils. La première, c'est le fameux chapitre 6. C'est l'outil de la prévention, de la diplomatie, il fait des recommandations. La deuxième boîte à outils, c'est le chapitre 7. Et là, on change complètement de registre. On passe à la coercition. On parle de mesures qui sont obligatoires, de sanctions et, si nécessaire, de l'usage de la force. Le fonctionnement du chapitre 7 est très progressif. C'est une escalade. D'abord, le Conseil doit officiellement constater qu'il y a une menace. Ensuite, il peut imposer des mesures qui n'impliquent pas la force armée. Des sanctions économiques, un embargo, c'est l'article 41. Et seulement si ça ne suffit pas, il peut passer à l'étape ultime, l'article 42, autoriser une intervention militaire. Le système a l'air bien ficelé sur le papier.
Mais dans la réalité, il y a un obstacle majeur, un grain de sable énorme dans l'engrenage, et il est purement politique, c'est le droit de veto. Les 5 membres permanents du Conseil peuvent bloquer n'importe quelle décision. Et l'histoire a montré que ce veto a très souvent été utilisé, paralysant complètement l'action collective, même dans des situations dramatiques. Alors si l'application par la force est si compliquée, si dépendante du bon vouloir politique des grandes puissances, on peut se demander, mais d'où le droit international tire-t-il sa véritable autorité? Comment est-ce que ça fonctionne la plupart du temps? Il faut peut-être regarder ailleurs, vers une autre forme de pouvoir. Cette citation, elle résume tout. Il faut bien faire la différence entre l'existence d'une loi et son efficacité. Ce n'est pas parce qu'une sanction est parfois difficile à appliquer, ou même impossible, que la loi elle-même n'existe pas. C'est comme le code de la route. Ce n'est pas parce que des gens grillent des feux rouges que le code de la route n'existe plus. En réalité, le véritable moteur du droit international, sa fondation la plus solide, ce n'est pas la peur du gendarme. C'est ce que les juristes appellent le sentiment d'obligation. C'est le fait que la grande majorité des acteurs, la plupart du temps, acceptent ces règles, les reconnaissent comme nécessaires et légitimes, et se sentent donc obligés de les respecter. C'est cette reconnaissance collective qui lui donne sa vraie force.